Bonsoir, en tout cas, bienvenue. L'émission donc va être surtout consacrée à ce qui se passera demain, mardi 12 septembre, une mobilisation qui est nationale, mais qui sera également à La Réunion. Et on va juste se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron a passé le temps de grâce qui lui était accordé, les 100 jours déjà d'une part. On voit ça dans La Réunion, comment il est. Bonsoir Jean-Yves Payette. Bonsoir. Alors, le secrétaire général donc, de la CGTR, le mouvement social est déjà en marche. Je vais juste faire un petit clin d'œil. Cet après-midi, que je crois que le président quitte Toulouse pour aller à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. C'est pas ça qui va empêcher la mobilisation. Quel est le sentiment, quelle est la température de la population, des syndicats, dans cette mobilisation qui se prépare pour demain? Écoutez, nous, le sentiment qu'on a, c'est déjà que parmi les travailleurs, parmi ceux qui vivent de leur travail, et ceux qui souffrent des petits boulots, des petits salaires, il y a une grosse inquiétude, notamment de la part des camarades qui travaillent dans les petites entreprises. Ils sont vraiment conscients là que cette loi vise à les bloquer dans leurs droits, à les enlever des droits et à faire qu'à terme, il y ait des baisses de salaire, etc. Alors, deux choses. Alors, quand on parle de ces ordonnances qui ont déjà été publiées pour les mesures, il y a une chose qui, même sans y toucher, au CDI, on voit qu'on contourne, on propose les CDI de chantier, on propose du temps partiel. C'est ça le danger aujourd'hui, c'est-à-dire que parce que quelque part on parle toujours de flexibilité, on parle de donner le moyen aux entreprises, et est-ce qu'il y a une possibilité aujourd'hui de sortir du CDI d'une façon ou d'une autre? Déjà, il y a ce qu'il faut comprendre, l'origine et le but de toutes ces lois qui ont été faites aussi bien par Sarkozy, Hollande et Macron aujourd'hui, pour faire face à la crise économique du système capitaliste, qui n'arrive plus à avoir de croissance, qui n'arrive plus à avoir de création de richesse et satisfaire les besoins de la population, pour maintenir les taux de profit des grands groupes financiers, des actionnaires. La France est quand même le premier pays d'Europe en montant versé aux actionnaires. Il faudra racler sur le dos des travailleurs. Et le seul moyen qu'ont justement ces grands groupes capitalistes pour pouvoir continuer à augmenter leurs profits, voire à maintenir le profit dans une telle situation, c'est de diminuer les salaires, c'est même de diminuer les marges des petites entreprises. Et toutes ces lois-là ont ce but-là. Ont ce but de précariser davantage l'emploi, ont ce but de faire que, les grands groupes financiers qui ont le contrôle des activités des petites entreprises, parce que l'hypocrisie de tout le monde, c'est de dire on pense aux petites entreprises. Non, c'est les grands groupes financiers, les donneurs d'ordre qui justement vont gagner leur beurre dans cette affaire. Jean-Yves Payette, quand on regarde les ordonnances qui ont été, montrées à la presse et pour informer le public, aujourd'hui il y a une chose aussi qui est vraie, c'est-à-dire qu'on regarde les propositions dans le changement, y compris de la protection sociale, le RSI adossé à la CGSS, on parle de réduire deux cotisations sur le bulletin de salaire, même si derrière on voit en filigrane l'augmentation de la CSG. Est-ce que ce que propose aujourd'hui le président de la République, est-ce que ça concourt à augmenter le pouvoir d'achat en baissant deux cotisations? Est-ce que ça apporte des solutions? Et est-ce que, pour vous, ça protège ou pas l'outil de production? Parce que d'une façon ou d'une autre, il faut aussi quand même se dire que l'entreprise cherche des moyens, en tout cas les petits sont à bout de souffle, ont des problèmes. Est-ce que les mesures proposées, ça favorise plus le patronat ou plutôt les salariés? Ça favorise les grands groupes financiers et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est pour permettre au maintien de profits élevés, de taux de profit élevés. D'ailleurs, on parle que de ça dans ces milieux-là. Le souci de la petite entreprise, c'est pas le salaire. Le souci du petit restaurateur ou du petit artisan de BTP, c'est d'avoir de l'activité.
Le restaurateur, il a besoin de consommateurs, c'est des travailleurs qui puissent avoir un revenu suffisant pour venir au restaurant. Donc tout ça, on en fume justement en faisant croire qu'on pense aux petites entreprises, etc. Mais dans la réalité, c'est quand même dans l'intérêt des grosses entreprises qu'on sort toutes ces lois-là. Et c'est là que c'est l'arnaque. Parce que c'est pas parce qu'on va diminuer des salaires de 50 euros ou de 100 euros qu'on va permettre de sauver les petites entreprises. Ça, c'est pas vrai. Les petites entreprises, ils ont besoin d'activité. Elles ont besoin d'activité, elles ont besoin d'avoir du travail pour ensuite fonctionner. Et toutes les mesures qu'on met en place aujourd'hui a un seul but, c'est justement de permettre à ce que les marges que vont dégager sur les salaires de ces petites entreprises vont être directement, dans les mois qui suivent, être reprises par les grosses entreprises. Et c'est ça l'arnaque. Parce que c'est elles qui ensuite vont avoir des marchés, sous-traités, etc., avec ces petites entreprises qui vont dire, voilà, on va payer les salaires moindres. Mais il y aura une baisse très forte du pouvoir d'achat dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, obligatoirement, s'il n'y a pas de lutte. Ça, c'est clair. Et les artifices de dire qu'on baisse une taux de cotisation pour qu'artificiellement il y ait une augmentation de salaire, etc., en net, c'est vraiment une grosse arnaque dans le sens où, en fait, on nous enlève, on prend nos salaires différés, c'est-à-dire quand on est malade, si on devient handicapé, quand on a la retraite, etc., on dit voilà, on va vous donner ça tout de suite. Oui, mais moi, j'ai besoin d'une augmentation de salaire nette, d'accord, mais il faut aussi que quand je suis malade, j'ai le moyen de pouvoir survivre, parce que j'aurai que 50% de mon salaire. Je vais vous donner juste un exemple. J'ai reçu ce matin une femme de ménage, donc l'employeur cotise à 40%. Macron, son but, c'est d'arriver à ça. De dire que voilà, vous allez avoir 100 euros de mieux sur votre bulletin de salaire, mais vous allez cotiser moins. Sauf que le souci, c'est que cette dame, aujourd'hui, elle est licenciée. Et elle passe d'un salaire de 1200 euros net à un ACDIC, donc elle a le droit, que 300 euros. Ben oui, parce qu'elle a cotisé que 40% de son salaire brut, et elle est à 530 euros ou 540 euros de salaire brut sur lequel elle a cotisé. Et là, justement, le fait qu'on veut nous entraîner vers ça, en nous faisant croire que cela va améliorer les choses pour les salariés, bien sûr que c'est une arnaque, et puis il n'y a pas beaucoup de salariés qui est pour et qui ne comprend pas que c'est une arnaque. Mais là où c'est inquiétant, c'est que même nous, comme moi, quand j'ai lu le projet Macron, parce que c'est pas que ça, c'est vraiment une attaque d'ensemble contre la classe ouvrière. Et je pense que j'ai été même surpris de la violence, même moi militant, même moi qui savais que Macron allait attaquer les travailleurs et qui voulait alerter les salariés, etc. Là, l'attaque, elle est presque quasiment au-delà de ce que nous, on attendait. Notamment en matière de licenciement. Vous voyez, quand un salarié débarque chez nous et qu'il a eu un différend, son patron l'a pas payé, etc. On lui dit, écoute, calme-toi, voilà, on va essayer de t'aider. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Un salarié qui arrive et que son patron lui a pas donné ses papiers, lui a licencié comme un malpropre, on va lui dire quoi? On va vous amener au tribunal et vous donner, essayer d'avoir un demi-mois de salaire. Entre un demi-mois et 3 mois de salaire seulement pour 10 ans d'ancienneté. Je veux dire, certains patrons d'ailleurs sont conscients de la violence que cela peut entraîner. Parce qu'un père de famille qui pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois n'a pas de salaire, on peut dire ce qu'on veut, mais on peut tous péter un câble dans ce cas-là. Justement, là-dessus, concernant les indemnités chômage, on voit qu'il va y avoir un plafond. En tout cas, les propositions sont plutôt de réduire le nombre, bien sûr, d'annuités, savoir qu'on n'a plus droit à autant d'années, un mois de salaire par année de travail. On va plafonner à 20, je crois. Oui. Pour les grosses entreprises. Ouais. Pour les petites entreprises, c'est réduit à 3. C'est réduit à 3 pour ceux qui ont jusqu'à 10 ans d'ancienneté. Je veux dire, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Et surtout, c'est un permis de licencier à tout va. Et c'est là que c'est grave. C'est-à-dire, les salariés vont vivre en permanence avec la peur au ventre de se voir licenciés s'ils veulent pas être licenciés, et le patron, il a intérêt à ce que ce salarié pète pas un câble. Parce que quand on a les crédits aujourd'hui, on a tous un loyer, on a une voiture à crédit, on a le frigidaire à crédit, on a même la nourriture à l'intérieur, souvent avec les cartes revolving et tout. Donc le souci, c'est que les lois actuelles, c'était pas parfait, c'est loin d'être parfait, ça protégeait partiellement les travailleurs, mais au moins ça limitait les exagérations. Or là,
Là, c'est vraiment un PMI de licenciés qui va qui est offert à tout le patronat. Est-ce que les syndicats mettent aussi l'accent, c'est ce que j'ai cru voir aussi, que le fait qu'il n'y ait plus une cotisation à la CEDIC, ça veut dire que demain, celui qui se retrouve au chômage, ben justement, il a moins de moyens et peut-être qu'il est aussi obligé d'accepter bien sûr, mais pareil, c'est-à-dire souvent on n'a pas cette vision globale et la grande bourgeoisie, elle, les grands capitalistes ont cette vision globale. C'est de dire quand on prend sur les chômeurs, ça tombe directement dans leur caisse. Quand on tire sur les retraités, ça tombe directement dans leur caisse. D'accord ? Donc le souci, c'est pas de dire que voilà, on va on essaye de nous dire c'est pour les petites entreprises, les salariés, etc. C'est totalement faux. Hein. Le fonctionnement économique fait que quand on prend sur les plus pauvres, ça part directement dans la caisse des plus riches. Et c'est comme ça d'ailleurs que le nombre de milliardaires continue à augmenter, les profits continuent à augmenter à un taux, je dirais, qui dans une période comme actuellement, qui est honteux. Mais là où le souci, c'est que face à cela, il n'y a pas d'autre solution. Si les gens ne descendent pas dans la rue, s'ils manifestent pas, s'ils montrent pas leur colère et leurs inquiétudes, eh ben ça va. C'est une étape grave, mais qui va être accompagnée par d'autres étapes. Il y a une chose, je ne sais pas, est-ce qu'aujourd'hui l'intersyndicale est solidaire dans ce mouvement? Est-ce que tous les syndicats, parce qu'apparemment j'ai vu qu'il y en a au moins une qui sait plus trop. Comment se positionner, et le syndicat est plutôt pour la grève, mais n'a pas donné de mot d'ordre. Oui, vous savez, il y a ceux qui ont soutenu en fait le gouvernement, hein, et qui ont accompagné dans les négociations le gouvernement, comme si qu'il allait sortir quelque chose, en espérant faire un écran de fumée pour pouvoir dire aux salariés que ben voilà, c'est quand même une bonne chose. Sauf que le souci, c'est que ils s'aperçoivent que malgré tous leurs efforts, les salariés voient bien que c'est pas bon. Hein, et leurs délégués syndical dans les entreprises, etc., dit là, ça suffit. Hein. Et c'est pour ça que certains responsables syndicaux à certains niveaux à certains niveaux, on avait dit ok, pas de problème, on a sauvé les meubles, et puis là ils reviennent, ils veulent être dans la manif. En tout cas, tous ceux qui seront dans la manif demain seront les bienvenus parce que c'est une première étape. C'est pas une manif qui va faire changer les choses. Mais il faut que la colère s'exprime, il faut que l'inquiétude s'exprime, et il faut que le patronat qui donne des ordres savent que la classe ouvrière, elle est prête à se mobiliser pour justement défendre ses intérêts vitaux. Est-ce qu'il y a eu un échange avec des politiques qui s'opposent à cette politique du gouvernement? Est-ce qu'il y a eu des échanges? Est-ce qu'il y a on va retrouver des leaders syndicaux à côté des leaders politiques demain? Bah peut-être. En tout cas, si ceux qui veulent venir, il y a pas de souci. Hein, nous, on va pas écarter. C'est une manifestation qui est organisée donc par la CGTR, la FSU et notamment l'UNEF. Et tous ceux qui veulent venir justement contre ces projets-là seront les bienvenus, bien sûr. Ça va être un paradoxe, je ne sais pas si ça se fera comme apparemment on peut le pressentir, de voir quelques politiques de droite à côté des syndicaux de gauche. Vous savez, on ne pourra pas, je ne sais pas le nombre d'hypocrites qui pourraient venir, mais je pense que la grande majorité des gens qui vont venir seront sincères et auront l'inquiétude, et surtout ont toujours eu à cœur de défendre les intérêts des travailleurs. C'est surtout ceux-là qu'il faut descendre. Et puis les travailleurs, ceux qui vont souffrir vraiment, il faut qu'ils soient là. Alors, on dit toujours, lorsqu'on se bat pour l'emploi, c'est les travailleurs qui... Est-ce que les chômeurs ont à craindre de ce dispositif? Tout à fait. D'ailleurs, pour moi, un chômeur, c'est quoi? C'est un travailleur qui n'a pas de travail. Hein. On a essayé de créer un monde à part pour les chômeurs. Non, c'est un travailleur qui est en souffrance, qui n'a pas de boulot depuis des années. Et d'ailleurs, beaucoup en retrouvent des petits boulots en alternance. Et ces lois-là vont aggraver ce problème d'alternance, alors que le vrai problème, c'est pas un problème de richesse. Il y a suffisamment de richesse pour donner à tout le monde un travail. D'accord ? Sauf que le souci, aujourd'hui, on nous a convaincu l'inverse. On nous a convaincu qu'il ne faut pas toucher au profit. Il ne faut pas toucher aux 40 milliards qui sont donnés aux actionnaires en France, alors que même un pays plus riche, soi-disant que l'Allemagne, ne donne que 37 milliards aux actionnaires. Mais voilà, tous ces milliards-là, c'est vraiment... Et jeter toute une génération de jeunes qui ont 20 ans, 25 ans, 30 ans aujourd'hui, en disant vous allez passer une vie à avoir soit des petits boulots, des petits contrats aidés ou au chômage, je trouve que ça c'est criminel et il faut se lever contre ça et être prêt à se battre contre ces injustices-là. Alors demain c'est
un mouvement social contre ces ordonnances sur les nouvelles mesures pour gérer le travail, ou c'est un mouvement, parce qu'il peut y avoir aussi les étudiants, surtout avec la baisse de l'APL, il peut y avoir les associations qui luttent contre la précarité, ou c'est un mouvement social contre la politique d'Emmanuel Macron? Cette politique-là, elle est globale. Il y a une attaque frontale contre l'ensemble des classes populaires, hein, et notamment les étudiants. Et il est évident qu'il faut souhaiter une entrée massive des étudiants à l'échelle nationale dans ce mouvement, parce que c'est souvent les jeunes qui font basculer les choses. Et je pense que, en tout cas, ce gouvernement n'attaque pas seulement les travailleurs. Ben oui, ils attaquent aussi les plus pauvres qui touchent l'APL, parce que c'est quand même pas les plus riches qui touchent ça. Oui. Et c'est tout un symbole, en fait, qui démontre que c'est vraiment un gouvernement au service des riches qui s'attaque donc aux classes populaires. Et je pense que oui, il y a tout à fait dans l'ensemble toutes les mesures qu'il y a dans les classes populaires, en tout cas, il y a personne qui peut justifier de dire moi je suis protégé et je peux pas venir demain. On va faire une petite pause, on va juste revenir sur une actualité qui s'est déroulée hier sur de la Redoute en passant par le Colorado jusqu'à Saint-Bernard. En tout cas, il y avait la fête de la montagne, il y avait aussi le raid Tui-Tui. On va juste regarder, on va juste écouter ceux, 2 garçons et 2 filles qui ont été bien sûr les vainqueurs de cette compétition. C'est donc ce dimanche dernier. Donc, il y a eu plus de 250 Réunionnais donc, qui ont participé à ce raid Tui-Tui, donc organisé bien sûr, comme je disais, donc à la montagne, et c'était là plus sur un site de Saint-Bernard. Donc on va juste regarder les arrivées. Donc chez les garçons, le semi-pro, c'est pas n'importe qui. Il avait gagné une course du Mont Blanc la semaine précédant son arrivée, dont une dizaine de jours avant. C'est Thibaut Barognan. Il était au départ, il était archi favori. Le vainqueur de l'année dernière, Juanito Lebon, était également présent. Il espérait au moins tenir la dragée haute à l'invité. Vous verrez dans un instant ce qui s'est passé. Et puis chez les filles, Élodie Mithridate, la régionale d'étape, la fille de Saint-Bernard, de la montagne, n'a pas pu rivaliser avec Hortense Bègue. On regarde tout ça tout de suite. Bien, j'ai eu un peu de mal de me réveiller là, ce matin sur la première heure de course. Et puis au bout de 13-14 km, là, ça commençait vraiment à aller bien. Donc j'ai décidé de prendre les devants dans la deuxième longue montée, de faire la montée fort. Et après, je savais que ça allait être roulant. Donc je me suis pas énervé, mais j'ai géré mon truc. Et puis à la fin, j'ai relancé. Bon, là, j'avais pas d'écart, donc il fallait que je lâche. J'ai eu le temps de bien lever les yeux sur la première partie. Là, on avait des jolis points de vue, donc c'était bien sympa. Et puis du plaisir toujours sur ce genre de course. Voilà, 30 bornes, c'est vraiment un domaine où je suis à l'aise. Donc, autant en descente qu'en montée, j'allais prendre beaucoup de plaisir. Il y a eu des portions très techniques, il y a eu des portions sur route. Donc c'est assez joueur, pas mal de petites relances même dans la deuxième montée. Donc j'ai bien aimé, ouais, c'est sympa. Gestion de la course, je ne m'y connais pas. Au début, il fallait essayer de tenter. Et au début, moi, était bien. Mais arrivé à plein d'accrochements, il y a eu 2 points de côté. Il fait que il n'arrivait plus vraiment à accrocher Thibaut. Thibaut l'a vraiment parti. Et dans la descente, il pensait même faire rattraper à moi. Il me dit c'est mon point de côté, là, je moins vraiment. Il pense, même s'il ne m'avait pas mon point de côté, il pense qu'on aurait été moins. Thibaut aurait peut-être moins de distance en moins que ça. Bon, c'est la course. Le début m'a tenté. Bon, après, il faut toujours tenter quelque part. Alors, cette course, je l'ai gérée. C'était un bloc pour moi sur 3 jours. Comme je me prépare pour le trail de Bourbon, donc j'ai voulu faire la course et après continuer à faire mes entraînements le lendemain. Et j'ai fait à la sensation avec sans chercher qui était devant, qui était derrière. Et après j'ai vu que les sensations étaient là, donc j'ai mené ma course depuis le départ jusqu'à l'arrivée. Et puis heureuse de terminer première. À quel moment il y a eu quelques difficultés? La difficulté en elle-même, c'était au départ. J'avais un petit peu mal à monter la montée pour Colorado.
Je pense que ça part très vite au départ. Et après, souvent, on a le temps que le corps récupère pour pouvoir remettre un rythme de croisière. Donc là, j'avais un petit peu de mal. Mais après, arrivé à Colorado, là, ça allait mieux, quoi. Jusqu'à la montée pleine d'affouches et la descente, tout allait bien après. Quels ont été les moments où la préparation du trail de Bourbon a été vraiment au cœur de la course, où il fallait travailler certains muscles du corps? L'entraînement du trail de Bourbon? C'est-à-dire que c'est un entraînement, là, de toute façon. Oui, c'est un entraînement, oui. À quel moment ça a été vraiment un entraînement où il a fallu forcer un petit peu sur les adducteurs, forcer un petit peu sur les cuisses? À quel moment? C'est plus dans les descentes en fin de compte. Voilà, les descentes de l'Italcite, c'est là qui est un petit peu plus contraignant. Voilà. Qu'est-ce qui est difficile à gérer dans la descente? Dans la descente, c'est au niveau du genou. J'ai un petit souci, mais bon, je pense qu'il faut bien récupérer derrière, quoi. Voilà. Merci. J'ai essayé de gérer. Dans la montée Colorado, au départ, j'ai essayé d'accrocher les premières. Après la montée de Colorado, j'ai vu que la deuxième, elle a craqué un peu. J'ai dit, bon, c'est le moment de partir. Et après, comme je suis originaire de la montagne, donc je connais un petit peu les endroits où il faut accélérer, où il faut relâcher. Donc j'ai essayé de tenir et garder tout pour la fin. Les 7 km, comme je suis bonne en descente et pas trop roulante, donc j'ai essayé de garder le meilleur pour la fin, et ça a réussi. J'ai essayé d'accrocher un petit peu le plus possible en Tansberg, mais malheureusement, c'est très très dur de l'accrocher. Mais j'ai essayé. Et donc, je suis contente parce que l'année dernière, je suis arrivée 3e féminine. Et là, 2e féminine. Bon, j'ai eu 2 minutes sur l'année dernière, donc je suis satisfaite. Voilà. Retour donc avec Jean-Yves Payette donc de la CGTR. On parle de la mobilisation pour demain, le mouvement social bien sûr, qui, pour dénoncer une politique qui n'est pas une bonne politique, si on en croit les syndicats aujourd'hui. Là, on parle du travail, mais il y a également d'autres points. Mais on peut revenir sur le travail aujourd'hui. Est-ce que ce dispositif met aussi en cause les retraites? En tout cas, dès le mois de janvier, le gouvernement, si ça passe, c'est les retraités. Déjà, les retraités sont attaqués par rapport à la CSG. Ils vont cotiser pour justement quelque chose qui est quand même bizarre, c'est quelqu'un qui est en retraite va cotiser pour quelqu'un qui est au chômage, etc. Alors que ça se faisait pas avant. Bon. Avant, c'était ceux qui travaillaient qui cotisaient pour ceux qui étaient à la retraite. Ce qui arrive, c'est encore le pire, c'est-à-dire c'est les futurs retraités qui risquent de partir en retraite à 70 ans ou à plus, puisque on va mettre la retraite par points, et dans les pays où ça se fait par points, certains dépassent 70 ans pour pouvoir avoir le droit à la retraite complète. Je veux dire, tout ça, c'est les choses qui sont annoncées, qui sont tellement brutales qu'on a du mal à croire qu'il va se passer, sauf que c'est programmé, quoi. On va juste rappeler que nous avons pour l'instant, et pour ceux qui étaient là jeudi dernier, avec entre autres le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale, c'était de parler justement, il a parlé bien sûr du système de retraite, système par répartition, système par points, système par capitalisation. On a juste dit un mot sur les systèmes de pension aux États-Unis. Mais pourquoi le système par points est si différent du système par répartition? Déjà parce que la répartition, c'est on cotise tout. Tout le monde cotise, et suivant ce qu'on a cotisé, on bénéficie d'une retraite, mais on cotise, je veux dire, moi je cotise actuellement pour ceux qui sont en travail en ce moment, etc. Tandis que le système par points, lui, il va, je vais cotiser en gros pour moi, même si ça va être utilisé pour ceux qui sont là, mais c'est surtout le fait que c'est même pas une question de points ou de répartition, c'est surtout le fait que le but final, c'est quand même de diminuer les retraites, de repousser l'âge de la retraite. Parce que vous savez, dans certains métiers, les ouvriers agricoles ou d'autres métiers, les gens meurent à une moyenne d'âge d'espérance de vie de 60-62 ans. Donc là, repousser à 67 ou 70 ans, c'est sur ce point précis, Jean-Yves Payette, c'est clair que le système de retraite français est basé sur les cheminots, c'était sur les mineurs, c'était sur bien sûr l'industriel. Aujourd'hui, ça a évolué. Tout à fait. Ça a évolué vers le commerce, vers les secteurs de services. Est-ce que la pénibilité ayant évolué, est-ce qu'il ne faut pas changer revoir un peu le système? Vous savez, le progrès qui a permis d'augmenter l'espérance de vie, d'accord, doit être profitable à tout le monde. Si le but, c'est de dire, voilà, parce que moi j'ai une espérance de vie à 80 ans, on doit obligatoirement travailler à 80 ans,
eh ben, le progrès, il est où là-dedans? Hein, si c'est juste pour permettre, parce que moi je travaille à 80 ans, pour permettre à ce que les taux de profit continuent à augmenter, je veux dire, c'est quand même quelque chose qui est cynique. Hein, et c'est quoi ce système qui permet à ce que les femmes de ménage, parce que d'accord, il y a des activités qui sont physiquement moins pénibles qu'avant, mais psychologiquement aujourd'hui dans les bureaux, il y a des gens régulièrement qui craquent, qui sont en burn-out, qui voilà, et qui sont ou qui ont un état de santé aujourd'hui qui est dégradé par rapport à ça. Alors justement, on est passé... Et d'ailleurs, je fais juste la remarque que l'espérance de vie pour la première fois en France a reculé. On est passé de la pénibilité justement aux risques psychosociaux. Est-ce qu'il faut aujourd'hui que l'État, est-ce qu'aujourd'hui la médecine, du travail bien sûr, reconnaisse justement ces risques psychosociaux, bien sûr tout ce qui est déprime, dépression, burn-out, comme vous l'avez dit. Est-ce qu'aujourd'hui c'est une forme de pénibilité du travail ou c'est un autre... Je dirais c'est un autre souci à prendre en compte. C'est les deux. Moi, je pense qu'il faut tenir compte de ça, mais il faut surtout que le système actuel qui vise à faire augmenter les cadences, à faire augmenter la productivité en permanence, etc., ça aboutit à ça. Hein, on n'est pas... même une machine, vous savez, si vous faites accélérer en permanence, elle va casser. Et nous, on est des humains. Hein, et les pressions permanentes, les insultes permanentes, etc., comme ça se passe dans beaucoup d'entreprises, beaucoup plus qu'on croit, et sur les salariés pour qu'ils font... je vois même des chauffeurs de camions qui me disent, voilà, moi j'en peux plus, mon camion a pas les freins nécessaires, les freins ne sont pas aux normes, mon patron me met la pression pour que je continue à conduire mon camion ou mon bus. Je trouve ça totalement inadmissible. Hein, et ça, c'est toute cette pression-là, en fait, elle se généralise. Et comme les patrons aujourd'hui, soutenus par l'ensemble de la classe politique de droite comme de gauche, se sentent pousser des ailes, voilà, ils en profitent toujours plus. Mais pour caler ça, c'est pas une question seulement de loi. C'est vraiment une question que les travailleurs se fassent respecter. Et ça, c'est collectif. Ça peut pas être individuel. Tout seul devant un patron, on n'a pas les moyens de se défendre tout seul. Ce qu'il faut, c'est vraiment préparer ces luttes nécessaires pour dire au patron, ça suffit. Alors, je vais juste refaire une petite virgule parce que je n'ai pas pu passer le reportage juste tout à l'heure. Ce week-end, donc, la route du littoral était basculée, donc c'était pour des travaux. C'est Dominique Fournel, donc conseiller régional élu au chantier de la nouvelle route du littoral, qui nous parle des travaux qui ont eu lieu ce week-end. Écoutez, les choses sont très simples. Il était prévu de couler une certaine quantité de béton ce week-end. Et heureusement, si vous voulez, on a pu terminer ce coulage d'environ 900 mètres cubes avant l'heure prévue. Nous avions pris une marge de façon à pouvoir garder la route basculer jusqu'à 16 heures. Elle a pu être rendue à la circulation sur 4 voies à 8 heures à peu près le matin, ce qui est très bien. Si vous voulez, le principal souci dans ces opérations de bétonnage, il va y en avoir encore 2 ou 3, hein, c'est la circulation des camions toupies qui se trouvent qui se trouvent au départ dans la circulation générale, et parfois il y a des arrêts, etc., ce qui ne nous permet pas de préciser exactement la durée de basculement de la route. C'est pour cela que samedi matin, dimanche matin, lorsque le quota de béton à mettre en œuvre ce week-end a été terminé, et bien tout naturellement on a pu libérer la route du littoral sur 4 voies. Mais écoutez, c'est un béton normal, si ce n'est qu'on y met un adjuvant qui précisément empêche que lorsqu'il est déversé dans la mer, ce béton se disperse, si je puis dire, et donc puisse assurer sa prise au fond de l'eau. Hein. Je vous rappelle que là on était sur des profondeurs d'environ 15 mètres au fond de l'eau, et le béton fait naturellement sa prise et ne part pas, ne se disperse pas dans la mer. Écoutez, on a exactement 48 piles, plus les 2 culées d'extrémité. 48 piles, sur les 48, il y en a déjà 16 qui sont en place, une 17e qui vient d'être mise là ce week-end, et ce matin, Zourit est encore sur place. Voilà, donc 16 sur 48, vous voyez qu'on avance rapidement sur ce chantier viaduc. Puisqu'on est sur le chantier de la nouvelle route du littoral, la CGTR mène
une grève, ça a mené une grève ce matin, une grève apparemment qui pourrait être illimitée. Les employés donc de la route du Littoral, entre autres, réclament 400 € de prime. Réclament 400 € de prime, tout à fait. Et je pense que les camarades ont intérêt justement parce qu'eux-mêmes ils sont en contrat de chantier, ils vont être licenciés, et s'ils luttent pas là, il ne faut pas attendre la fin du chantier pour qu'ils puissent avoir des remerciements. Je pense que les travailleurs justement sur ce chantier-là où il y a une cadence quand même assez élevée, où on demande aux camarades de travailler le samedi, le dimanche, etc. À un moment donné, il y a tellement de chômeurs qu'on trouve quand même bizarre qu'il n'y ait pas plus d'embauches sur ce chantier pour permettre à ce qu'il y ait des cadences moins élevées pour ceux qui travaillent. En tout cas, la lutte de ces travailleurs pour les 400 € est plus que justifiée, puisque les grands groupes capitalistes qui sont sur ce chantier ramassent quand même des dizaines, voire des centaines de millions en bénéfices. Rappelons juste que la prime qu'ils ont pour l'instant, c'est de 90 € et qu'ils voudraient que donc cette prime passe. Tout à fait. Cette prime, elle est minime, elle est créée 90 €. Mais vous savez, même à 400 €, c'est par rapport aux bénéfices qui vont être réalisés sur ce chantier, c'est vraiment pas grand-chose. Alors, quand on regarde le contexte, donc finalement, le mouvement social semble vraiment s'étendre, mais est-ce que concrètement, ça sera dans la rue demain, la question est récurrente. Est-ce qu'aujourd'hui, les syndicats ont retrouvé un petit peu de leur vigueur? Est-ce qu'aujourd'hui, les syndicats arrivent à mobiliser, à rassembler les gens dans la rue? Moi, je pense que il y a le fait que les syndicats appellent, d'accord? Après que les gens viennent, ça c'est autre chose. Mais il n'y a pas d'autre solution. Les travailleurs, les classes populaires, les chômeurs, les retraités, etc., s'ils ne veulent pas voir leurs conditions de vie se dégrader, ils n'ont pas le choix. Il faut bien qu'ils manifestent. Plus qu'on sera nombreux, c'est plus qu'on fera faire reculer le gouvernement. Et demain, c'est une étape. C'est une étape importante pour des luttes qui vont se succéder. Parce que ce gouvernement-là, méprisant comme il est, si les travailleurs n'arrivent pas à bloquer les entreprises pour justement dire au patronat, demander à votre gouvernement qui est à votre service d'arrêter justement les casses qu'il y a actuellement, contre le droit du travail, contre les salaires, contre les retraites, nous sommes prêts à intervenir. Et c'est vrai que c'est indispensable. L'intervention des travailleurs dans la rue, le blocage des entreprises pour montrer au patron qui produit les richesses, ça c'est indispensable. Je pense que on parlait justement de toute l'attaque qu'il y avait, etc. Notamment, vous savez, quand je crois Hollande, c'était 11 milliards d'euros qu'il avait demandé aux collectivités locales. Macron demande 15 milliards supplémentaires. Bon, je ne sais pas si ça se cumule ou pas, mais bon, globalement, ça fait à peu près 26 milliards en l'espace de 3-4 ans qui vont être enlevés des communes, qui vont être enlevés des départements, etc., et qui vont être enlevés de toute la politique publique de proximité. Et là, c'est vraiment une attaque frontale. Et en échange de tous ces baisses de dotation collectivité pour justement être au service de la population, cet argent-là, il va aller où? Il va aller directement justement sous forme de CICE, sous forme de non-paiement d'impôts sur la fortune, etc., pour les plus riches. Oui, les travailleurs, les plus pauvres, ils ont intérêt à lutter. Quand on parle de proximité, puisqu'on demande encore 15 milliards, ça veut dire que la fonction publique sera de moins en moins performante, de moins en moins efficace, et que ceux qui sont aujourd'hui salariés de la fonction publique vont se retrouver face à des problèmes encore plus importants. C'est clair que là, il y a un PMI aussi. J'ai vu l'article des copains de la CGTR du FPT qui vont déposer une motion demain à la préfecture, qui étaient inquiets parce que, d'après eux, c'est un PMI aussi de licenciés dans les communes. Parce que comment vont faire les maires? C'est bien d'avoir soutenu Macron. C'est bien d'avoir soutenu tous tes candidats qui étaient favorables à diminuer les dépenses de l'État, etc., utiles à la population. Sauf qu'aujourd'hui, les travailleurs des communes vont en pâtir, en sachant que l'immense majorité des travailleurs des communes ont des petits salaires. La grande majorité touche le SMIC.
C'est ça la situation. Et ces travailleurs-là qui toucheraient le SMIC n'auraient pas le droit de lutter pour avoir de meilleures conditions de salaire et de travail. Je pense que malgré ces baisses de dotation, justement parce qu'il y a ces attaques-là, ces travailleurs doivent rentrer en lutte pour exiger d'être respectés et d'avoir un salaire décent. Donc demain, les rendez-vous sont fixés où ? Le rendez-vous sera au Jardin de l'État. Il y aura un défilé jusqu'à la préfecture et certains Est-ce qu'il y aura syndicats un défilé à Saint-Pierre ou dans le sud ou pas? Non, c'est rendez-vous à Saint-Denis. Voilà, c'est rendez-vous à Saint-Denis. Et il y aura d'autres rendez-vous sans doute dans les jours qui viennent. À partir de 9h le matin. D'accord. Merci Jean-Yves. C'est moi qui vous remercie. Donc on voit que là, il y a une forte mobilisation de la part des syndicats. On va voir si le public suit derrière, parce qu'il y a aussi les partis politiques aujourd'hui qui se sont prononcés pour ce mouvement social. On verra ce que ça donne. En tout cas, on en parlera demain soir. Pour l'instant, je veux juste vous dire qu'après cette émission, vous aurez donc le spécial viaduc de la nouvelle route du littoral, l'occasion de revoir un petit peu où en est l'avancée du chantier. Après, de 19h45 à 20h15, à 20h45, pardon, vous aurez de nouveau Top Sport. Yves Morel reçoit entre autres, quelqu'un qui connaît très bien. Il m'a dit tout à l'heure que c'est Jean-Claude Bénard qui sera là. Donc, l'occasion de revoir un tandem qui a apporté beaucoup au sport, au niveau média. Merci à la régie, merci à vous de nous suivre. Commencez bien votre soirée sur Télé Créole. Je vous dis à demain.